dans un premier temps, je vais faire une très brève présentation de chacun d'eux et je leur demanderai bien entendu à leur tour de s'exprimer sur le domaine et sur le combat qu'ils mènent depuis plusieurs années. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer donc par Stéphanie Gibaud. Stéphanie était l'ancienne responsable de communication marketing d'une grande banque. On peut citer le nom? Oui, voilà, de la banque UBS France. Et à la suite de choses qu'elle nous expliquera tout à l'heure, elle s'est retrouvée confrontée à une affaire d'État et elle est devenue donc ce qu'on appelle aujourd'hui une lanceuse d'alerte. Philippe Pascot, qui est à ma gauche, pour lui est un ancien homme politique, ancien catcheur. Alors je fais très attention hein, parce qu'il ne plaisante pas. Pour ceux qui l'ont connu d'ailleurs, ancien catcheur et très bon catcheur. Donc ancien homme politique qui a œuvré pendant près de 20 ans, je ne me trompe pas, 25 ans, et qui a été notamment au contact de notre feu ministre d'il y a quelques semaines, Emmanuel Valls. Ex-futur président de la République. Voilà. Il s'est retiré donc du milieu politique et a décidé d'écrire des livres qui allaient explorer le domaine de la corruption. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui notre classe politique se trouve être dans une posture de corruption? On va voir après, on va le détailler si elle est réellement corrompue. Et il a mis donc, il a écrit, tu as mis quoi, 4 années à écrire tes 3 livres? Depuis 2014. Voilà. Donc à écrire 3 livres, Délit d'élu et Pilleur d'État. Et du goudron et des plumes. C'est vrai, c'est le Délit d'élu, tome 2. À ma droite, Ivan Stefanovic, qui est journaliste, spécialisé depuis plusieurs années sur toutes les questions du parlementarisme et notamment justement de toute la mécanique qui fait que les privilèges sont peut-être toujours à l'œuvre encore dans notre royaume démocratique, royaume république. Donc le dernier livre en date que Ivan Stefanovic a écrit s'intitule « Le Sénat, ce paradis fiscal pour parlementaires fantômes ». Je ne me trompe pas. Et enfin, Étienne Chouard, donc professeur d'économie dans le sud de la France, Aix-en-Provence, qui en 2005 est devenu un blogueur émérite, puisque reconnu par la toile comme étant un politologue qui s'exprimait sur des questions de politique, en tous les cas, et qui prône justement une réécriture de la Constitution par les citoyens. Donc il nous expliquera justement en quoi ça consiste et pourquoi justement les citoyens devraient réécrire la Constitution plutôt qu'une classe politique élue, comme ça a toujours été le cas. Donc je vais laisser la parole à Stéphanie pour qu'elle puisse justement nous expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu depuis les années qui ont suivi justement l'affaire UBS. Et après on reviendra justement sur comment tout ça a pu se mettre en place et comment on pourrait y remédier, notamment par rapport aux lanceurs d'alerte. Merci Hakim. Bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, c'est-à-dire que j'ai refusé à mon niveau de... J'ai refusé d'obéir. Alors c'est de la désobéissance citoyenne ou civile. C'est-à-dire que je travaillais dans cette banque depuis 8 ans et un jour de juin 2008, après une perquisition qui venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général, on m'a demandé de détruire un certain nombre de données et je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma question était surtout tournée vers la perquisition parce que j'estimais que c'était assez important pour qu'on m'en parle. Et en fait, comme on n'a pas voulu me répondre, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je me suis tournée vers des collègues et j'ai appris qu'effectivement, le cœur de métier de mon employeur était ce qui s'appelle la banque offshore, c'est-à-dire les comptes bancaires non déclarés à plus de 80%, et que ça s'appelle de l'évasion fiscale et du blanchiment de capitaux en bande organisée, et que bien évidemment, c'est illégal. Et en fait, en me rapprochant de ses collègues et en comprenant que mon employeur m'avait utilisé, m'avait trahi, m'avait trompé,
je me suis soudain demandé, à partir du moment où j'avais l'information qu'il y avait fraude, où était ma responsabilité. Et moi qui suis une maman, je me suis pas vue être un jour complice de ces agissements. Donc en fait, je n'ai jamais détruit ces données. Et j'ai porté plainte contre mon employeur, donc UBS, en 2009. Et depuis 2009, c'est un petit peu à la fois une descente aux enfers, mais c'est aussi un parcours du combattant avec l'administration française, et on en parlera certainement tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'État français, puisqu'à partir du moment où on est, être honnête, en France, ma conclusion, c'est qu'on entre en résistance. Et quelle est aujourd'hui ta vie? Parce qu'on entend sur les réseaux sociaux que tu aurais bénéficié justement de remerciements de l'État, que tu vivrais grassement. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? Ah bon? Mais écoutez, je ne vis pas avec Monsieur Sapin. Non, plaisanterie mise à part, j'ai été licenciée début 2012, donc ça va faire 5 ans, le 10 février 2012, donc ça va faire 5 ans que je ne travaille plus. Parce qu'à partir du moment où l'affaire est devenue publique, mon nom est apparu comme ça, au grand jour, dans les médias, ce que je n'ai pas compris. Et à partir du moment où vous êtes médiatisé, forcément, ça fait avancer l'affaire. Mais il y a l'affaire et il y a vous. Et que c'est une autre conclusion que j'ai pu tirer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met le doigt dans une affaire qui est aussi importante que celle-là et qui fait peur, parce que par définition, une affaire d'État, ça fait peur, eh bien vous êtes persona non grata, donc le monde de l'entreprise, et je ne parle pas que du monde de la banque et de l'assurance, hein, le monde de l'entreprise vous tourne le dos. Donc non, moi je ne travaille plus depuis 5 ans et je me suis retrouvée dans des plaintes en diffamation. J'en ai encore une là en 2017, alors que l'affaire pénale devrait opposer l'État français à UBS là, au premier trimestre 2017, et que le directeur général plaide coupable dans l'affaire pénale, c'est-à-dire celui-là même dont le bureau avait été perquisitionné. Donc en fait, vous vous retrouvez dans une situation qui est ubuesque, où vous ne vous en sortez pas parce que rien n'est fait pour que les gens honnêtes soient protégés. Le corrupteur et le corrompu sont bien plus protégés que le citoyen honnête. Oui, mais ce qu'il faut dire et à l'ose pas le dire, c'est qu'aujourd'hui, Stéphanie est au RSA. Parce qu'elle a été honnête. Stéphanie a aidé le gouvernement français à économiser entre 12 et 15 milliards d'euros. Stéphanie a été contactée par les services secrets, entre guillemets, français, qui lui ont demandé de lui fournir des informations. Elle a fourni ces informations pour que l'État français puisse avoir un listing, puisse avoir des disquettes, puisse avoir des clés USB qui lui permettaient d'impliquer la banque USB. UBS. Le remerciement aujourd'hui, c'est qu'elle est au RSA, qu'elle a des procès en diffamation et que l'ensemble du gouvernement et de l'État l'a laissé tomber. Voilà la réalité, mais elle n'ose pas le dire, donc je le dis pour elle. Et que la situation des autres lanceurs d'alerte est exactement la même. Alors, on a tous des dossiers différents, bien évidemment, mais c'est un véritable parcours du combattant. Et la question à se poser, c'est justement les valeurs de notre République, la responsabilité des hommes et des femmes politiques qui nous dirigent. La corruption au plus haut niveau, puisque, comme vous le savez, le rendu du procès Cahuzac a été donné jeudi. Donc, Monsieur Cahuzac, ministre des Finances, qui vous demandait à tous de vous serrer la ceinture et qui lui-même fraudait grâce à UBS. Voilà, c'est un entre-soi assez déroutant et tellement choquant dans le pays qui se dit le pays des droits de l'homme sur la scène internationale. Il y a... Voilà. Alors justement, tu parles d'entre-soi et de corruption d'une certaine classe de politique. Pour ta part, Philippe, tu as travaillé justement, tu en étais un des membres de cette classe politique et tu as travaillé à écrire des livres. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait justement sortir de ce milieu et qui t'a décidé de prendre ta plume pour dénoncer tout ça? Déjà, premier principe, je refuse le discours de dire que tous les élus sont pourris.
Tous les élus en France ne sont pas pourris. Une grosse minorité d'élus est pourrie. Et cette grosse minorité d'élus fait honte à l'ensemble des politiciens français. Donc moi, j'ai jamais eu le doigt sur la couture, juste pour exemple. Donc j'ai été 9 ans maire adjoint de Manuel Valls. Je suis la seule personne à m'être battu physiquement 2 fois avec lui. Une fois, il m'a collé contre le mur. Une fois, je l'ai contre le mur, parce que je vous le dis très honnêtement, c'est quand même un petit teigneux. J'étais conseiller régional. J'ai été président de la formation professionnelle et de l'apprentissage pendant 6 ans. J'avais 800 millions d'euros de budget. Je gérais l'alternance, l'école de la deuxième chance, la VAE, les CFA, etc., etc. Je sais donc de quoi je parle. J'ai toujours considéré que être élu, c'était un bien. Mais quand je votais, je voulais savoir pourquoi. Et quand on me demandait de mourir, je voulais savoir pour qui. Or, la plupart du temps en politique, on ne vous donne pas cette réponse. On vous demande d'être un mouton, on vous demande d'être dans le moule, et j'ai jamais accepté d'être dans le moule. Je le dis tout de suite en préambule, je ne suis pas payé par la CIA, je ne suis pas payé par Poutine, parce qu'on me le dit de temps en temps. Je ne crache pas dans la soupe, parce que je n'ai jamais mangé dans la soupe. En 25 ans de politique, je me suis fait rembourser une seule fois une note de restaurant, une seule fois. Et si j'ai écrit ces livres, et s'ils marchent, c'est que moi j'étais à l'intérieur, et qu'il n'y a qu'en étant à l'intérieur qu'on pouvait comprendre toutes les ficelles de la façon dont ces gens essayent de nous manipuler, de la façon dont cette caste essaye de nous faire croire que nous sommes en démocratie, alors que nous sommes que sur leur dictature. Tout ce que j'ai écrit dans mes livres en plus est factuel. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien imaginé. J'ai pris des faits, j'ai recoupé ces faits et je les ai écrits. J'ai mis, contrairement à d'autres livres, 1200 noms. 1200 noms de gens qui avaient mis les doigts dans la confiture des élus qui se disent respectables et exemplaires. Je n'ai pas eu, sauf un pour une erreur, un seul procès. Pas un seul. Aujourd'hui, j'ai vendu, et j'en ai pas honte, 100 000 livres. J'ai pas fait une seule grande émission de télé. Je suis passé chez Bourdin une fois, je suis passé au Grand Journal une fois, 2 minutes. Si ces livres se vendent, c'est parce que, quelque part, ce qui est écrit dedans, c'est juste de la vérité. C'est juste ce que ressentent l'ensemble des populations qui en ont marre d'être gouvernées par des élus qui, soi-disant, nous disent qu'ils sont là pour servir et qui, en fin de compte, passent leur temps à se servir. Par des gens qui sont sans arrêt en train de nous expliquer qu'il faut qu'on maigrisse parce qu'on est trop gros, qu'il faut qu'on change de métier 4 fois parce qu'il faut bouger dans la vie, qu'il faut accepter de nous toucher que le RSA à 500 € et à 800 € quand on est en couple. J'ai toujours pas compris pourquoi à 2 on mangeait moins, mais qui, eux, j'en ai pas trouvé un seul dans les députés et dans les sénateurs, gagnent moins de 12 000 € net par mois après impôt. Et ça va jusqu'à 800 000 €. J'en ai marre de ces gens qui votent des lois sans nous demander notre avis. J'en ai marre de ces gens qui font des choses en disant qu'ils le font pour tout le monde et qui n'ont d'un seul objectif, le profit. Et moi, ce que je souhaite avoir dans la société, c'est une société de partage. De partage équitable, pas de partage égalitaire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on nous demande à nous de faire des efforts, alors qu'on laisse, et j'en ai les preuves, filer 60 à 80 milliards d'euros par an d'optimisation fiscale? Et c'est là où on est complémentaires tous ensemble. C'est des gens qui nous expliquent qu'entre guillemets, que c'est normal qu'on paye plus d'impôts, alors que eux se sont arrangés pour en payer 2 fois moins que nous. C'est-à-dire que moi j'ai les preuves, j'invente rien. Que quelque part, quand un élu gagne 10 000 €, quand un élu gagne 20 000 €, il paye, je dis un chiffre, il paye 5 000 € d'impôts. Quand nous, on gagne 20 000 €, on en paye 10 000. C'est des gens qui, en plus, ne sont pas représentatifs de la société. Aujourd'hui, on en discutait encore hier, il y a 80% d'abstention en France. Il y a des élus qui sont élus aujourd'hui avec 1,2 électeurs sur 10. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont absolument plus représentatifs de la population.
Et tout ça, je l'ai écrit à travers mes livres. Je précise tout de suite pour qu'on soit bien clair, je ne gagne 1 euro par livre. Donc je n'ai pas fait ça pour l'argent. Mais n'hésitez pas à l'acheter, parce que plus vous l'achetez, plus vous le lisez, plus ça se répond. N'hésitez pas à acheter le livre de Stéphanie, parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour que quelque part vous sachiez ce qui se passe vraiment. Et je ne parle même pas du livre d'Yvan, qui est un de mes maîtres à penser, qui lui est encore plus décortiqueur que moi sur tout ce qui s'est passé au Sénat. Je passe la parole parce que sinon je peux parler 3 heures. Justement, on y vient. Yvan, toi tu es journaliste, tu n'es donc pas issu de cette caste et pourtant tu t'y intéresses depuis maintenant plusieurs années. Et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à mettre un tel titre à ton dernier ouvrage ? Je voulais d'abord remercier les gens qui sont là parce qu'ils viennent un samedi soir. Donc c'est un réel effort pour parler de sujets aussi graves que ceux qu'on aborde. D'abord, moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Je voulais être journaliste quand j'avais 16-17 ans. J'en avais déjà dans ma famille. Donc moi, contrairement aux autres, mes collègues, enfin intervenants, j'ai embrassé cette profession qui s'est transformée en écrivain, mais depuis le début. Bon. Alors, j'ai fait des études de droit et j'ai fait le centre de formation des journalistes. Donc après, c'est une carrière qui commence dans une salle d'autopsie. C'est assez violent, hein, et qui consiste à courir après les gendarmes et les policiers, puis accessoirement les voleurs, et puis ensuite les services de renseignement. Donc j'ai fait ça une vingtaine d'années, et je me suis aperçu que je passais mon temps à recopier les procès-verbaux des gendarmes, des policiers, les procès-verbaux des juges d'instruction, et que je ne faisais pas grand-chose moi-même, que ma latitude d'enquête était assez restreinte. Donc, une vingtaine d'années après, j'ai travaillé à l'agence France-Presse, j'ai travaillé dans des grands journaux de province, j'étais toujours fait diversier, hein. Je m'occupais, comme on dit, des faits divers, ce qui n'est plus du tout à la mode aujourd'hui, hein. Et après, j'ai fini dans des grands hebdomadaires. Et j'ai fait des livres sur des affaires criminelles, sur le terrorisme, et puis après, j'ai découvert, je dirais, le prix à payer pour la démocratie, que nos institutions fonctionnaient mal. Bon. Et j'ai commencé à tirer le fil des privilèges et des gens qui n'avaient pas toujours une éthique parfaite, mais toujours je dénonce ce qui est légal, en disant que c'est exorbitant et scandaleux, mais qu'il faut changer les choses. Moi, je dis qu'on peut changer les choses, c'est très lent. Et voilà pourquoi j'ai fait ce bouquin sur le Sénat. Je réponds à la question du meneur du jeu, Hakim, parce que un Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes, c'est simplement pour vous dire que ces gens-là, ils gagnent très exactement... moi, ça me choque profondément. Il me faut un procès, d'ailleurs, à cause de ça. Je souhaite que le procès ait lieu, parce que ce sera drôlement intéressant, parce que je ne peux pas le perdre, puisque je ne dénonce que des faits légaux, hein. Je dis pas du tout, je ne parle pas de leur vie sexuelle, je ne dis pas qu'ils ont détourné de l'argent, hein. Et donc, ces gens-là sont sur une autre planète. Et pourquoi je dénonce ça? Parce qu'ils gagnent 11 350 € net par mois, et ils payent l'impôt sur le revenu que sur 4 000 €. Et en termes de présence par mois, ils n'ont besoin, sans être sanctionnés, encore ils sont sanctionnés très légèrement, ils n'ont besoin que de venir 4 ou 5 jours par mois. Je trouve ça, par une entreprise qui ferait ça, c'est scandaleux. Et en plus, ces gens-là dénoncent l'absentéisme des fonctionnaires. Et des gens dans la... Alors là, on marche sur la tête, et c'est quand même assez scandaleux. Voilà. Très bien. Vous pouvez applaudir, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Te concernant, Étienne, depuis maintenant près de 10 ans, tu annonces que tu t'es éveillé à la citoyenneté, qu'avant tu étais un citoyen comme nous tous, peut-être endormi ou apathique, je ne sais pas. Et tu as décidé de faire réécrire la Constitution aux citoyens, à tout le monde. Pas seulement des gens issus, et surtout pas des gens issus de la classe politique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et en quoi ça consiste, s'il te plaît? En fait, je cherche la cause des dysfonctionnements dont on va parler aujourd'hui. Et quand je remonte jusqu'à l'origine et quand je Parce qu'il a la main devant la bouche. Quand je cherche la cause des problèmes qu'on va dénoncer aujourd'hui, des scandales qu'on va dénoncer aujourd'hui, je remonte dans la pyramide de l'état de droit, qui est une hiérarchie de règles qui sont supérieures les unes aux autres, avec au sommet de la pyramide un texte
important qui s'appelle la Constitution, qui décide comment on écrit les lois, comment on désigne les acteurs, comment on contrôle les acteurs, comment on les punit. Tout ça est décidé dans la Constitution. Et ce texte sert à nous protéger, nous tous qui n'exerçons pas le pouvoir, contre les abus de pouvoir. Et il se trouve que, en France, mais pas seulement, partout dans le monde, ça fait à peu près 200 ans qu'on a des régimes constitutionnels, donc des régimes parlementaires. Partout dans le monde, ces constitutions sont écrites par les professionnels de la politique qui devraient craindre ce texte. Et il me semble que c'est une vertu explicative très puissante. Il me semble qu'on a là la cause première, en tout cas une des causes premières importantes de l'impunité des acteurs politiques. Et on n'est pas tout à fait sur la cause première parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que partout dans le monde, les constitutions sont écrites par ceux-là même qui devraient craindre la Constitution? Ça ne tombe pas du ciel. Et je pense que, et ça donne de l'espoir, ça ne vient pas des politiciens eux-mêmes. C'est pas la faute des politiciens s'ils arrivent à ce miracle qu'on leur donne la possibilité d'écrire eux-mêmes les règles de leur propre contrôle, ce qui leur permet donc d'écrire des faux contrôles, donc des contrôles factices. Je pense que ça vient de nous autres humains qui ne voulons pas du pouvoir. On veut pas du pouvoir législatif, mais on veut pas non plus du pouvoir constituant. C'est-à-dire on est un peu comme des enfants qui n'avons pas encore compris, l'espèce humaine n'a pas encore compris que si elle veut sortir de l'injustice et de la variété des injustices diverses qu'on peut déplorer, il faut qu'on fasse le minimum de politique qui est s'occuper du sommet de la pyramide de l'état de droit, c'est-à-dire de la Constitution, mais dans une acception non technique, enfin pas du tout de spécialiste, c'est pas du tout un problème juridique. La Constitution, c'est du droit, mais c'est à un tel niveau, une telle hauteur que c'est un problème politique. Et ça nous concerne tous. Et si on décide d'abandonner le processus constituant, comme c'est le cas en ce moment, il ne faut pas s'étonner d'être impuissant politiquement et de voir tous les jours le spectacle des injustices et des fléaux sociaux, écologiques, politiques, etc., de voir, et financiers, et de la corruption. Il ne faut pas s'étonner de voir ces fléaux sans pouvoir y changer quoi que ce soit. C'est notre faute. Mais c'est bien que ce soit notre faute parce que ça nous donne une possibilité de changer. S'il fallait attendre que les acteurs politiques deviennent vertueux, ce serait désespérant. On n'a pas besoin d'eux pour tout changer. Il faut juste qu'on s'occupe, à mon avis. Alors vraiment, l'exemple de Stéphanie me paraît tout à fait emblématique pour donner de la chair à ce que je viens de vous dire. Le suffrage universel, à mon avis, enfin le suffrage universel avec des guillemets, le faux suffrage universel, consiste à désigner des maîtres. Alors, j'ai trouvé tout à l'heure qu'il ne faut pas que je dise ça, il faut que je dise des contremaîtres, parce que les vrais maîtres sont ceux qui justement les payent. Donc le suffrage universel consiste à désigner des contremaîtres qui vont tout décider à notre place et qui servent en fait les intérêts de ceux qu'ils ont fait élire, c'est-à-dire des plus riches, des banquiers. Il ne faut pas attendre que ce soit ces gens-là qui doivent tout aux banques, leur pouvoir actuel, leur élection et leur réélection. Il ne faut pas attendre que ces gens-là protègent les lanceurs d'alerte qui vont dénoncer leur maître. Ça n'arrivera pas. Donc c'est à nous de protéger les lanceurs d'alerte. Donc Stéphanie, qui aurait ça, mais c'est absolument scandaleux. C'est complètement révoltant. Stéphanie, si on n'est pas foutu, nous, de l'aider, on n'a vraiment pas de figure, comme on dit à Marseille. Donc ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est d'une part à long terme, à terme, il faudrait qu'on soit capable d'écrire les articles de Constitution qui protégeraient les lanceurs d'alerte, indépendamment des institutions. C'est-à-dire que les institutions auraient à craindre la Constitution, puisque c'est nous qui l'écririons. Et dans cette Constitution, digne de ce nom, donc une vraie, d'origine citoyenne, il y aurait les articles qui protègent efficacement et qui garantissent la protection des lanceurs d'alerte. Mais pour l'immédiat, il me semble qu'on pourrait imaginer, on en parlait tout à l'heure un petit peu, mais on pourrait le creuser ensemble avec le cerveau collectif qu'on fait, on a un gros cerveau collectif aujourd'hui, on pourrait réfléchir à un fonds en crowdfunding, c'est-à-dire que c'est nous qui financerions ce fonds de protection des lanceurs d'alerte. Et si on est nombreux, il suffit qu'on donne 1 euro par mois, mais il faudrait que ce soit régulier, il faudrait que ce soit pas juste un one-shot, il faudrait qu'on dise, comme on donne quelques euros pour un journal, qui sont des sentinelles du peuple, hein, les journalistes, des vrais journalistes, il faut qu'on les aide. De la même manière, il faudrait qu'on s'engage, on dise 1 euro par mois ou 2 euros par mois, puis si on est des milliers, ça permet
que nos lanceurs d'alerte ne soient pas au RSA. Étienne, justement, je rebondis sur ça. Je rebondis sur justement le fait que tu nous amènes à essayer de prendre conscience que finalement les maîtres ou les surmaîtres, peu importe, ne sont pas élus, ne sont pas finalement des gens que l'on va décider de mettre au pouvoir, et qu'ils sont réellement eux-mêmes au pouvoir et à l'œuvre depuis déjà bien avant tout ça. Et ça m'amène à la question suivante, Stéphanie. Comment ça se passe au niveau d'une banque quand justement ces gens-là, si puissants, peuvent justement organiser l'évasion fiscale, organiser le fait que des gens encore plus riches deviennent encore plus riches? Est-ce que tu as été, toi, témoin de ça, ou est-ce que c'est une affaire qui n'a rien à voir? Bon, en fait, mon métier, qui est un métier de représentation, puisque j'étais responsable marketing et communication, mon métier était d'organiser des partenariats avec des maisons de luxe et de mettre en place des événements, des soirées, des tournois de golf, des concerts privés, pour que les banquiers invitent leurs clients ou leurs prospects, c'est-à-dire leurs clients potentiels. Ce que j'ignorais, moi, jusqu'en 2008, donc jusqu'à cette perquisition dans la banque, c'est que les banquiers suisses, mais aussi luxembourgeois et autres qui démarchaient les clients français, c'était juste illégal, puisque pour être banquier en France, il faut une carte de démarchage. Et que ça, par définition, ça m'avait pas été indiqué. Donc, quand l'affaire est sortie en 2013, vous parliez tout à l'heure des médias. Alors, effectivement, il y a beaucoup de journalistes qui font bien leur métier, mais il y en a quand même certains qui m'ont dit « Mais enfin, c'est un secret de polichinelle ». Mais je dis « Comment ça, un secret de polichinelle ?» Mais tout le monde le sait. Ah bon? Et pourquoi il n'y a que moi qui parle? Et en fait, on se retrouve face à la palissade et des choses qui vous sont jetées comme ça en pâture, parce que c'est bien plus facile de nous stigmatiser et de nous dénigrer que d'aller voir le contenu des informations dont on a révélé les scandales qu'on a révélés. Donc, les banques, vous voyez bien, avec M. Cahuzac qui a été condamné il y a 2 jours avec les comptes chez UBS, finalement, je disais peut-être c'était à Étienne tout à l'heure dans les loges, je disais, mais jusqu'à preuve du contraire, M. Cahuzac, il n'a toujours pas fait une journée de garde à vue, il n'a toujours pas mis les menottes. Est-ce qu'il va vraiment les faire, ces 3 années de prison? Et puis autre chose, il a 5 ans d'inéligibilité. Mais qu'est-ce que c'est 5 ans d'inéligibilité? Ça veut dire qu'un jour, il peut être réélu en tant que quoi? En tant que maire, en tant que député. Et donc, on oublie. On blanchit les choses, c'est juste absolument incroyable. Alors justement, moi je vais jouer le béotien de service, mais ça m'étonne. Enfin, Yvan, Philippe, non. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est le cas, des gens qui ont été condamnés oui. se réélisent et sont réélus? Oui, depuis 2 ans, j'ai lancé une pétition sur mespétitions.com, mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, il y a 396 métiers que j'ai référencés dans mes livres où il faut présenter un casier judiciaire vierge. Vous ne pouvez pas être pompier, vous ne pouvez pas être ambulancier, vous ne pouvez pas être taxi, vous ne pouvez pas être directeur de colonie, animateur, si vous ne présentez pas un casier judiciaire vierge. Pire, aujourd'hui, pour travailler dans une collectivité territoriale, pour travailler dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Si jamais vous êtes condamné pendant que vous travaillez dans cette mairie, ça peut arriver. On peut vous licencier sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, tu peux avoir un casier chargé. C'est bien. Ça, c'est la réalité des politiciens qui nous commandent, qui nous dirigent, qui nous manipulent. Et parce qu'on n'a pas de constitution, me souffle Étienne. Et quand j'ai lancé ça il y a 2 ans, pareil que Stéphanie, les gens me disaient oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Puis après, ils réfléchissaient 2 secondes et se rendaient compte que c'était vrai. Et je pose une deuxième question qui m'a fait découvrir le travail sur mes livres. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en démocratie? Pourtant, c'est marqué partout. Non. Mais non, on n'est pas en démocratie, je vous le prouve. Vous savez combien il y a eu de députés en 2012?
qui ont été élus avec plus de voix que l'abstention. Plus de voix que l'abstention. Il y a 577 députés. 12. Il y a 12 députés en France, tout parti politique confondu, qui ont fait plus de voix que l'abstention. Dans les 30 plus grandes villes de France, mars 2014, élection municipale, les 30 plus grandes villes de France, il n'y en a pas une seule qui a été élue avec plus de 2,5 électeurs sur 10. La ville d'Évry, dont Manuel était le numéro 3. Banu, si tu m'écoutes, il déteste quand je dis ça. Donc je continue. La ville d'Évry, la municipalité, a été élue avec 1,9 électeurs sur 10. Moins de 2 électeurs sur 10. Est-ce que c'est ça la démocratie? Ben, c'est ça la démocratie qu'on nous propose et auquel on nous fait croire. Je vous en donne une petite dernière et après je vais arrêter parce que j'en ai encore pour 3 heures. Élection régionale de décembre 2015. Vous vous en souvenez? Vous savez le truc là où on est passé de 22 régions à 13 régions pour faire des... Ouais, des économies. C'est ça, des économies. Et puis à 2 heures du matin, il y a un type qui s'appelle Carlos da Silva, que je connais bien. Hein. C'est l'ancien suppléant, le suppléant Manuel Valls, a fait passer un amendement en douce. 2 heures du matin, c'est toujours des amendements en douce. Hein. Comme quoi il gardait le même nombre d'élus. Je vous jure que c'est vrai. Donc en fin de compte, on passait de 22 à 13 régions pour faire des économies, mais on gardait le même nombre d'élus. Et moi, j'ai été élu, j'ai été conseiller régional. Je sais ce que ça veut dire de garder le même nombre d'élus. Ça veut dire le même pognon pour les élus. Le même nombre de secrétaires pour les élus. Le même nombre de voitures. Le même nombre de bureaux. Le même nombre d'argent qu'on donne aux groupes politiques. Les économies sont pour qui? Ils sont pour le peuple et pour les employés. Et puis en plus, là où ça me rend fou, et personne ne s'en est rendu compte. Première réunion constituante. Ah, Étienne lève la tête. De ces conseillers régionaux. Ils se font augmenter de 40 à 70% leurs indemnités. De 40, et le pire, écoutez-moi bien, tout ce que je lui dis est vrai. Les mecs qui déclarent dans la presse, mais c'est la loi, on ne pouvait pas faire autrement. Mais franchement, pourquoi on ne peut pas faire autrement avec le SMIC? Et les retraites mondiales. Ces gens-là se foutent de notre gueule. Je vais te donner un dernier chiffre. On a fait avec un copain l'étude du temps de présence des députés sur les différentes mandatures, 2013, 2014, 2015, 2015. Alors quand je parle du temps de présence, moi je suis très très clair. C'est juste le temps du scrutin. C'est-à-dire le moment où on les paye pour mettre un vote dans l'urne, pour une loi ou un amendement. Je ne parle pas de quand ils sont dans la circonscription, de quand ils sont en commission, de quand ils sont aux toilettes, de quand ils sont avec leur maîtresse ou avec leurs amants. Je parle du moment où ils mettent leur bulletin, comme parce qu'on les paye, on me dit là que je suis trop long, parce qu'on les paye pour mettre dans l'urne. 2014, le taux global de présence des députés à l'Assemblée nationale, pour les urnes et pour les scrutins, 21%. 2015, taux de présence globale de tous les députés sur les votes, 16%. Est-ce que moi et vous, si on travaille à 16%, on nous paye à 100%? Eh bien, ces gens-là travaillent à 16% et on les paye à 200%. C'est pas normal. Alors justement... C'est pas à eux d'écrire ces règles. De ton côté, Étienne, toi, tu considères que c'est pas la faute de ces gens-là, c'est plutôt la faute de la mécanique. C'est-à-dire que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et dans ce cas-là... Ça, c'est vraiment très important. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ça, c'est une règle que tous les petits hommes du monde devraient apprendre partout sur Terre. Ça nous protégerait de beaucoup de turpitudes. Ces gens ne sont pas contrôlés et n'étant pas contrôlés, ils n'ont pas de limite. Or, tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Montesquieu, mais en fait, c'est une idée puissante et universelle. Tout pouvoir, y compris le nôtre, hein, on est tous concernés, mais tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Or, en l'occurrence, les hommes au pouvoir n'ont apparemment pas de limite.
Mais c'est parce que c'est eux qui écrivent la Constitution. Donc en fait, ils écrivent pas une vraie Constitution, ils écrivent des anti-constitutions qui sont des prisons au lieu d'être des protections. Mais contredis-le si tu veux, hein, si tu n'es pas d'accord. Vraiment, ça m'intéresse, moi, l'objection. Hein. Mais si on veut que les constitutions jouent leur rôle de limite au pouvoir, il ne faut pas que les gens qui doivent être limités écrivent eux-mêmes ces limites. Sinon, ce qu'on observe, c'est qu'ils écrivent des fausses limites. Tu voulais réagir par rapport à ça ? Simplement, si on parle de la présence des parlementaires, le problème, c'est pas un problème de règlement, c'est un problème d'éthique. Les parlementaires américains, anglais et allemands, il n'y a pas besoin de leur mettre un censeur pour contrôler ce qu'ils font. Les sénateurs américains, ils sont tous là, en permanence. On peut les critiquer pour d'autres raisons, avec leurs relations plus que douteuses et incestueuses avec le lobby militaire, les lobbies pharmaceutiques et énergétiques et tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais aux États-Unis, ils sont tous là. Pourquoi ils ne sont pas là, nos parlementaires ? Mais parce que simplement, ils sont paresseux, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Or, vous ne pouvez pas, ça n'existe pas. Le Sénat a déjà commencé à le faire, et j'ai vu le résultat que ça donne. Si le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale se transforme en surveillant, avec un règlement qui serait même dans la Constitution et qui obligerait les gens à venir, qu'ils soient élus au suffrage universel, qu'ils soient élus par tirage au sort, qu'ils soient élus tout ce qu'on a. Parce que même si on tire au sort les gens, on aura des phénomènes de rois fainéants, c'est évident. Hein. Alors comment on fait ? Moi je pose la question, on ne peut pas forcer un parlementaire, c'est ça qui est incroyable. Les parlementaires quand même, pour être élus, il faut qu'ils fassent toutes sortes de turpitudes. C'est quand même pas à la portée du citoyen moyen. Il faut déjà qu'ils soient fonctionnaires. La moitié des députés, des sénateurs sont fonctionnaires. Et c'est pas vous vous promenez dans la rue, hop, vous êtes le citoyen moyen, vous allez devenir député ou sénateur. C'est impossible. Il y a un véritable parcours du combattant. La principale, c'est quand à la fin de votre mandat, vous êtes battu, vous voulez arrêter, vous êtes malade, eh ben, on ne vous reprendra pas dans votre entreprise privée. Donc comment on fait ça ? Il faut changer la Constitution, il faut améliorer les choses, je suis d'accord. Mais la fainéantise des gens, le côté cossard, paresseux, comment vous faites là ? On ne peut pas mettre ça dans un règlement, c'est une question d'éthique, ça se passe dans la tête des gens. Très bien. Et dans ce cas-là, est-ce que la question n'est pas plus générale, à savoir que toutes les personnes, même qui sont ici dans cette salle, tout le monde a un rôle à jouer finalement dans la surveillance, le contrôle et dans le fait de soutenir, d'être complice ou pas de cette classe politique ou financière. Est-ce que toi, Philippe, toi qui étais à l'intérieur des rouages du fonctionnement d'un parti, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment un parti se finance ? Comment une campagne électorale ? Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça coûte pas cher ? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller frapper aux portes des citoyens pour un don ou d'une banque ? Ils sont complètement obligés. Je veux dire que perçoit que les gens se rendent compte et qu'on ouvre les yeux. Aujourd'hui, une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. Il y en a un qui s'est fait piquer. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Les autres, pas encore. Mais ça veut dire que ça coûte 50 millions d'euros. Est-ce que vous avez 50 millions d'euros ? Non. Donc il faut bien que ces gens-là, ils cherchent l'argent. Et c'est là où je rejoins Étienne. C'est qu'aujourd'hui, les politiciens ne sont pas des maîtres, c'est des contremaîtres. Aujourd'hui, vous avez des types qui se présentent à l'élection présidentielle, qui en ce moment sont aux États-Unis en train de récupérer du fric auprès du CAC 40. Moi, c'est des gens qui, quelque part, me font peur. Parce qu'ils disent qu'ils travaillent pour le peuple et ils ont de l'or dans chaque poche. J'ai un malaise par rapport à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, pour devenir élu, il faut du pognon. Une campagne pour être député, c'est 20 000 euros. Les partis, ça sert à quoi aujourd'hui ? Au départ, c'était une belle idée. Aujourd'hui, c'est juste des machines à élire. Quand vous rentrez dans un parti, et moi je suis rentré dans un parti, parce que j'ai fait 2 élections au démarrage tout seul, j'en ai ravé comme un malade, j'ai payé de ma poche, j'ai fait un emprunt, au bout des élections, je me suis dit, oh là là, c'est gentil. J'ai pris le contrôle d'un parti, et c'est grâce au parti que j'ai pu me faire élire. Un parti, ça sert qu'à ça, ça sert même plus à avoir des idées. D'ailleurs, ce qui me rend fou aujourd'hui, je le disais encore hier, on va plus voter aujourd'hui pour ses convictions. On vote contre. On vote pour le moins pire. Non mais c'est vrai.
Mais c'est même pire que ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la folie dans laquelle on est en train de se précipiter? Parce qu'aujourd'hui, les gens de droite disent aux gens de gauche, venez voter pour moi. Et les gens de gauche disent aux mecs de droite, venez pour moi. C'est quoi ces votes? C'est quoi ces élections? Je donne 2 € pour aller voter, je suis un mec de gauche, je donne 2 € pour aller voter un mec pour un de droite parce que je veux pas l'autre de droite, et là, la prochaine fois, je donne 1 € parce que je veux pas voter pour l'autre de gauche alors que je suis un mec de droite. Non mais c'est ça, hein. Et dites-moi, je me trompe ou pas? Eh bien, on appelle ça la démocratie, les enfants. Aujourd'hui, il y a une primaire qui a eu lieu, il y a pas longtemps. 4 millions d'électeurs, toute la presse en a parlé de ça. La presse qui, au départ, au passage, je vous le dis, est tenue par qui? Par des banquiers, par 4 mecs, qui nous ont expliqué que c'était un vote populaire. Ça représente à peine 9% de l'ensemble des électeurs. Et je ne compte pas les gens qui ne sont pas inscrits. Donc ça fait à peu près 5% des électeurs. Et on en a bouffé sur toutes les télés pendant toute la soirée. L'élection est déjà finie. C'est fini, c'est même pas la peine d'aller voter, ça sert à rien. D'ailleurs, je pense que ça arrange les élus si on ne va pas voter. D'ailleurs, ils seraient eux, moi je supprimerais les élections. Bah ça sert à quoi? De toute manière, les choses sont déjà faites à l'avance. Ils se décident entre eux. On sait quel est le mec de droite, quel est le mec de gauche. Le moindre contre-pouvoir, ça n'existe plus. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent l'ouvrir. Les petits doivent fermer leur gueule. Il n'y a que les 2 partis dominants. Et on laisse un petit parti à côté pour faire semblant d'être pluraliste, en s'arrangeant bien que ça soit un parti d'extrême. Comme ça, on est sûr que quand il sera au 2e tour, eh ben, on n'ira pas voter pour lui. J'ai été vite, hein, parce que sinon je viens à la cloche. C'est bien. Et on appelle ça la démocratie. Moi, je prouve par A plus B que nous ne sommes plus en démocratie. Je ne sais pas si le système d'Étienne est bon. Mais au moins, lui, il essaye de proposer un autre chose. Lui, il essaye de proposer quelque chose où le citoyen lui-même se réappréhende sa citoyenneté. Alors c'est vrai, et je rejoins aussi mon camarade Yvan, il va falloir des gens qui ne soient pas feignants. Parce qu'aujourd'hui, si ces gens-là sont au pouvoir, c'est aussi parce qu'on les a laissés. C'est aussi parce que quelque part, même s'il y a 80% d'abstention, il y a quand même 20% de couillons qui vont voter pour les mêmes mecs. Et dernier point. Moi j'en ai marre qu'on nous propose que du produit frelaté, bordel. Mais quand vous êtes devant votre frigidaire et que vous l'ouvrez et qu'il y a marqué date de péremption passée, on fait quoi? Eh ben d'accord, on met à la poubelle. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? Des mecs qui ont 30, 50 métiers, 40 métiers, qui font de la politique depuis qu'ils ont l'âge de 18 ans. C'est les mêmes produits depuis 30 ans. Et on nous demande d'en bouffer encore et d'être intoxiqués. Et tout le monde trouve ça normal. Y a-t-il un seul politique aujourd'hui, comme M. Fillon, comme M. Valls, Manu, si tu m'écoutes, comme M. Valls, qui n'a pas fait... Ouais, j'ai déjà des problèmes. Et je vous le raconterai si vous voulez, qui n'a pas fait autre chose dans sa vie que de la politique. Mais c'est pas étonnant que ces gens-là ne connaissent même pas le prix d'un petit pain au chocolat. Ou d'un ticket de métro. Ou d'un ticket de métro. Parce que ces gens-là, c'est plus des gens qui sont de notre monde. C'est des castes. C'est des gens qui sont hors sol. Et j'arrête de parler parce que la cloche a sonné. Tu voulais réagir Oui, je voulais réagir sur l'intervention d'Yvan et sur celle de Philippe, parce que peut-être qu'entre justement ce problème de fainéantise, de gens qui sont a priori à des postes où ils gagnent quand même beaucoup d'argent et qui ne viennent pas, alors qu'ils représentent les citoyens, et qu'on ne dise rien. C'est ça qui, moi, me choque le plus, qu'on ne dise rien. J'expliquais à des journalistes la semaine dernière à Bordeaux, où j'étais invitée à une conférence justement sur la protection des lanceurs d'alerte, la liberté de la presse, etc. Parce qu'en France, on a 95% des médias qui appartiennent à 7 milliardaires, que j'ai bien connus dans ma vie précédente. Avec l'affaire Panama Papers au mois d'avril, où le nom de beaucoup d'hommes et de femmes politiques dans le monde ont été exposés. En France, il y a eu le nom de 3 hommes politiques. Finalement, si vous faites un micro-trottoir, personne ne sait qui sont ces 3 hommes politiques. Il y a eu 2 petits articles de presse, et puis c'est tout. Et en Islande, on se retrouve avec ce petit pays là, qui est perdu au nord, où il y a 300 000 habitants, mais où le Premier ministre est cité dans les Panama Papers. Il fait comme M. Cahuzac, qui ment en disant « Non, ni de près ni de loin, je suis concerné ». Sauf que le lendemain, le peuple est dans la rue.
et que ce monsieur est obligé de démissionner. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, moi c'est une question ouverte, hein, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité? Est-ce qu'on finalement ne s'arrange pas avec cette corruption passive, avec ce mensonge, avec cette classe politique? Pourquoi est-ce que ça nous arrange finalement? Pourquoi il y a ce désintérêt total de nous, la France? Parce que je me dis, mais ils sont quand même pas plus intelligents que nous, les Islandais, c'est pas possible, il n'y a pas plus intelligents que les Français. Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors, je sais pas. Est-ce que l'abstention, justement, n'est pas une réponse, le fait qu'elle soit galopante? Mais l'abstention arrange les élus. L'abstention est un système qui est mis en place et qui est fait que pour perdurer. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez, il y a 2 ans ou 3 ans, je l'ai mis dans mes livres d'ailleurs, ils nous ont lancé une avancée démocratique, une manipulation populaire. Une avancée démocratique, manipulation populaire. Ils ont annoncé à tout le monde qu'ils allaient maintenant compter les bulletins blancs. Vous vous souvenez? Ils ont annoncé ça comme alors ils les comptent. Hein. Alors, ça rentre pas dans les exprimés, mais ils les comptent. Hein. Avant, il y avait une colonne, les blancs et les nuls. Maintenant, il y a 2 colonnes. C'est ça la manipulation. Mais il y a pire. Pendant 3 semaines, et je l'ai découvert, et Yvan l'avait découvert aussi, ils ont fait dans une commission à savoir s'ils allaient mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Vous savez, petit bulletin blanc. Donc il y aurait le bulletin A, le bulletin blé et le bulletin blanc. Au bout de 3 semaines, ils ont arrêté. Hein. Ils ne l'ont pas fait. Hein. Ça coûtait, paraît-il, trop cher, ils n'avaient pas le temps, etc. C'est les excuses qu'il y avait. Hein. Mais imaginez, les mecs, ils ont bien compris. Si jamais ils mettaient les bulletins blancs dans les bureaux de vote, tout le monde les aurait pris. Et il y aurait eu une explosion des bulletins blancs. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en France, tel qu'est fait la démocratie, c'est que même si on a des produits frelatés qui se présentent, même si on a la peste, le choléra, les chemises brunes, les chemises rouges, les smines, j'en veux pas, on n'a pas de choix. Le seul choix pour dire je ne veux pas de ces produits frelatés, c'est l'abstention. Et ça, c'est un non-sens. On ne peut même pas voter blanc, ça ne sert à rien. Et donc, ils ont verrouillé le système. On élit des gens dont on ne peut pas se débarrasser, et ça, c'est un des motifs d'Étienne, mais en plus, on n'a même pas le choix de se débarrasser des mecs qui se présentent. C'est quand même une folie. C'est toujours la même cause, puisque, enfin, mettez-vous à la place d'un élu qui est en train d'être constituant au moment de réfléchir sur est-ce qu'on institue le vote blanc, est-ce qu'on le compte, et est-ce qu'on lui donne des conséquences. Non. Imaginez le débat à l'Assemblée constituante. L'idée, évidemment, puisque le vote blanc est un vote de protestation qui consiste à dire « vous êtes tous nuls, rentrez chez vous, j'en veux d'autres », est-ce que l'élu, au moment d'instituer ça, il est en train de se poser la question « est-ce que je rends mon siège éjectable, quoi, hein, est-ce que... » Eh bien, évidemment, il a un intérêt personnel. Par construction, il a un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, et c'est pour ça qu'il n'institue pas le décompte du vote blanc, et encore moins son effet. Parce que normalement, si c'est vous qui écriviez les règles, si c'est nous qui écrivions les règles de la Constitution, on prévoirait bien sûr que quand le vote blanc est majoritaire, dans une élection où c'est le majorité relative qui gagne, eh bien, si le vote blanc est majoritaire relativement, mais dans une autre élection, si celui qui doit gagner doit avoir la majorité absolue, eh bien, dans ce cas-là, si le vote blanc a la majorité absolue, en tout cas, quand c'est le vote blanc qui gagne, eh bien, dans tous les ateliers constituants, on écrit que les candidats doivent rentrer chez eux et ne peuvent pas se représenter à l'élection qui est recommencée. Mais, si vous voulez... c'est très indispensable de dénoncer ces différents dysfonctionnements, mais à chaque fois, si vous remontez à la cause, vous retomberez sur le fait que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et que si c'est nous qui écrivions la Constitution, il se passerait une révolution anthropologique, quelque chose qui changerait la face des choses. Mais la politique sur Terre, littéralement. Et pas seulement la politique, parce que quand on change la politique, si les citoyens se réapproprient le contrôle de leurs acteurs politiques, on met fin littéralement au capitalisme, parce que le capitalisme, c'est du droit. Le capitalisme, ça a commencé avec les élections. Ce sont les élections qui permettent aux riches d'acheter le pouvoir. Si c'était tiré au sort, les riches ne peuvent pas acheter le pouvoir. Hein. Et donc, une fois qu'ils ont le pouvoir d'écrire les lois, donc d'aider leurs candidats, et donc de devenir législateurs via leur contremaître, ils écrivent toutes les lois du capitalisme, c'est-à-dire la domination des travailleurs par les propriétaires et l'injustice à tous les niveaux, l'impunité des juges, des politiciens, de façon à ce que le système, l'ordre capitaliste soit verrouillé. Mais tout ça, c'est du droit qui vient de la malfaçon au sommet. La malfaçon,
sur la Constitution. Donc, tu voulais réagir par rapport à ça? Il faut chercher la cause des causes. Ce n'est pas qu'une question de droit, malheureusement. Si c'était une question de droit, ça serait très simple. Nous avons guillotiné la tête à notre roi il y a un peu plus de 2 siècles, et en fait, nous nous en sommes jamais remis. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de privilèges, sinon plus, que sous l'Ancien Régime pour les élites politiques, syndicales, économiques, et j'en passe. Hein. Alors, pourquoi, en fait, ces parlementaires qui ne travaillent pas, qui croulent sous les privilèges de toutes sortes, au Conseil économique et social, au Parlement européen, au Sénat, prenons cet exemple simplement, l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'en dit rien? Parce que pour la majorité des Français, moi je veux bien que les gens prennent en main leur destinée et réécrivent leur constitution. Mais avant, il faut qu'ils changent de mentalité. C'est-à-dire que ces privilèges, hein, où on ferme les yeux, parce que finalement, ces privilèges et ces choses qu'ils font de ne pas pouvoir faire comme le citoyen moyen, notamment les sénateurs, de venir simplement au Sénat 4 à 5 jours par mois, parce que pour le citoyen moyen, c'est une image du pouvoir, quelque part, et c'est dans le profond, moi je suis persuadé que c'est dans l'inconscient des Français, que ces privilèges, comme la voiture noire avec chauffeur, l'apparat, tout ça, ça fait partie de la politique. C'est l'apparat, ce sont les privilèges. Et ça, c'est pas parce qu'on donnera le pouvoir aux citoyens de réécrire la Constitution qu'ils vont le changer. Deuxième chose, quand on dit que les gens du CAC 40, que c'est uniquement des contremaîtres qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, c'est faux. Il y a un député qui s'appelle Dassault, il y a un sénateur qui s'appelle Dassault, il y a des chefs de... Oui, mais c'est pas des contremaîtres, ils sont parlementaires. Et il y a des chefs d'entreprise, il y en a une 50aine, on parle pas beaucoup d'eux, mais ou des gens qui sont à des hauts niveaux dans des multinationales, ou dans l'agriculture, on en parle. C'est pas... Il y a des chefs et des représentants du CAC 40 ou de la grande industrie qui sont... Dans les assemblées parlementaires. On ne peut pas dire qu'ils n'y sont pas. C'est une minorité, bien sûr, mais c'est une minorité très agissante. Tu considères donc... En plus, ils cumulent contremaître et maître. Voilà, tu considères que finalement, ils ont compris que le jeu en valait la chandelle et il suffisait de se faire élire finalement pour être sur les 2 plans. Ouais, juste une petite piste de travail avant que les constituantes soient excellentes. Moi, j'ai des petites pistes de travail sur le vote blanc, par exemple. C'est vraiment qu'un truc qui me travaille, le fait qu'on ne puisse pas se débarrasser de tous les pourris qu'il y a en place. Je pèse mes mots. Moi, je milite, par exemple, c'est une des pistes de travail, hein, quand on se met d'accord, sur le vote obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà, ça existe dans 90 pays. Donc, quand on me dit que c'est pas possible, ça peut se faire. 2, on assiste aujourd'hui à une gangrène qui est donc 80% d'abstention. Et quand il y a une gangrène, on ne met pas en pansement, on coupe le bras et on prend des décisions difficiles. Donc le vote obligatoire, c'est un immense avantage et je vous l'explique en 30 secondes. Pas de cloche. Hein. Ça supprime donc l'abstention. Vous me suivez? Si le vote obligatoire supprime l'abstention, on est obligé de donner un pouvoir politique au vote blanc. Puisqu'il n'y a plus que ça pour marquer sa désapprobation. Et si on donne un pouvoir politique au vote blanc, on est donc obligé de rentrer dans le schéma où, à partir d'un certain pourcentage, tous les candidats en présence au premier tour dégagent et ne peuvent pas se représenter. Donc vous voyez, ça commence à changer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on élit les gens avec 50% de 10% des électeurs. 50% de 10% des électeurs. C'est ce qu'on vous annonce. J'ai été élu à 50%. Ouais, il y avait un électeur. 2, pardon. Donc j'en ai eu un. Ça, c'est la réalité aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte. Si on mettait le vote obligatoire, les gens seraient élus à 33% de 95% des votants. Déjà, la représentativité change avant d'avoir les constituantes. Dernier petit détail qui me paraît important par rapport à ça, c'est que ça existe déjà en France. Ouais, je vois toujours un silence quand je dis ça. Quand on me dit que ça ne peut pas se faire, mais si, ça existe déjà en France. Ben oui, moi j'ai été conseiller régional. Les sénateurs, ils sont élus comment? Les sénateurs, c'est un vote obligatoire. Moi, j'ai été obligé d'aller voter pour les sénateurs. Et si jamais je ne votais pas, j'avais 150 € d'amende. Et si je votais, ce que j'ai fait, on m'a donné 100 €. Je vous jure que c'est vrai. Je n'invente rien.
Donc vous voyez qu'on peut le faire. Dernier petit détail, parce que moi j'aime bien être constructif, avant d'arriver sur des solutions comme Étienne. Moi je souhaite que le vote obligatoire, ça se fasse en semaine et sur les heures de travail. Pas le dimanche quand il fait chaud et quand il fait beau. Et qu'on ne me dise pas là aussi que c'est pas possible. Ça existe déjà. Puisque quand vous votez pour votre syndicat ou que vous votez pour la chambre de commerce, c'est sur vos heures de travail. Donc on pourrait très bien le faire. Et ça serait une solution. Et en plus, moi je ne suis pas pour le bâton, parce que par exemple en Belgique, il y a le vote obligatoire, et si vous n'allez pas voter 2 fois en cas de récidive, on vous met 150 € d'amende. D'accord ? Mais comme le temps de mettre en place le procès, les machins, pour mettre les 150 € sur la tête de personne, ça coûte 3 000 €, ils ne le font jamais. Donc moi je suis plus pour la carotte. C'est-à-dire vote obligatoire avec un petit bonus si tu vas voter. Ce qui fait que dans le système qui n'est qu'une piste de travail que je vous propose, le type qui est vraiment anarchiste jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire qu'il veut profiter de tout le système mais qui ne veut surtout pas s'en mêler. J'ai entendu. Le vrai. Eh ben, dans le système que je propose, il pourrait encore ne pas aller voter. Mais il n'aurait pas la carotte. Il n'aurait pas la carotte. Et en Belgique, il y a 5% de gens qui ne vont pas voter. Et donc, ce qui se fait dans certains pays, pourquoi on ne pourrait pas le faire chez nous? Et je vous assure, si on fait vote obligatoire, casier judiciaire vierge, qu'on va avoir, parce que je vais gagner sur cette affaire-là. Ils ont déposé le texte de loi, ça y est. Il y a 100 députés qui l'ont signé. Et je vais gagner. Et nous allons gagner. Sur la pétition, il y a 142 000 personnes. Tu peux peut-être rappeler très brièvement en quoi consiste donc cette pétition? Alors la pétition, elle consiste à ce que je demande que pour être élu ou réélu, il faut avoir un casier judiciaire B2 ou B3 pour être élu et réélu. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible, que c'est une condamnation à vie. Quand vous êtes condamné au B2, au bout de 3 ans, vous pouvez retirer votre condamnation. Quand vous êtes condamné au B9, au B3, au bout de 9 ans, vous pourrez retirer votre condamnation. Donc ce n'est pas une condamnation à vie. Ce que je dis simplement, et c'est le principe de base des élus, ils existent parce qu'ils sont toujours là. Donc si pendant 3 ans on est débarrassé d'un élu, il y en a un autre qui va se mettre à sa place. Et quand il va revenir, il n'aura plus de place. Et en plus, puisqu'on nous le demande à nous, pourquoi pas à eux? Alors, du coup... Vous pouvez applaudir. Ah, je vous ai dit, hein, c'est un showman. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, on tourne autour d'une même question, à savoir, il y a effectivement la mécanique institutionnelle, les règles, mais il y a donc effectivement aussi ce que chaque individu est prêt à donner à cette société. Pour faire écho justement au titre de cette soirée, Stéphanie, toi, qu'est-ce qui a fait que justement, maintenant que tu sais ce qui t'est arrivé, alors évidemment, toujours après coup, c'est toujours difficile de se dire comment j'aurais réagi, mais tu t'en doutais bien que ta position n'allait pas durer, tu pensais bien que justement tu allais perdre tes privilèges, tu allais perdre ta situation. Alors, je ne te demande pas si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, mais plutôt à l'époque, l'état d'esprit dans lequel tu étais, est-ce que tu étais confronté à tes principes moraux ou est-ce que c'était autre chose qui t'a animé? Non, mais il y a bien évidemment le fait d'avoir une conscience. La seule personne avec laquelle on passe 24 heures par jour, c'est soi-même. Donc, on ne peut pas avoir des valeurs et élever des enfants et aller contre qui on est vraiment. Maintenant, la vraie question n'est pas les dysfonctionnements du BS. Bien évidemment, c'est très grave. C'est les dysfonctionnements qui sont autorisés par le pays dans lequel on vit, et donc par les institutions et par les hommes politiques qui profitent justement, enfin les fameux contremaîtres. Qui doivent tout aux banques. Qui doivent tout aux banques, voilà, c'est ça. Depuis que je suis tombée dans cette marmite lanceur d'alerte, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que des mariage incestueux entre les hommes politiques, certains hommes politiques, la finance, les autorités de contrôle. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est quand M. Moscovici était ministre des Finances, il a nommé à la commission des sanctions de l'AMF, l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers, le gendarme des banques, il a nommé la déontologue du BS alors qu'UBS était déjà mise en examen. Alors à chaque fois que je dis ça, on me dit « mais enfin Stéphanie, c'est pas possible ». Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai appelé, je me souviens, c'était le jour de Noël, j'ai appelé Éric Bocquet,
le sénateur communiste, que je connais bien, puisqu'il était rapporteur de la commission sénatoriale sur l'évasion fiscale. Et je lui dis, écoute Éric, je suis désolée, je suis de te déranger le jour de Noël, mais je viens de voir une dépêche qui explique que la déontologue du BS est nommée à la commission des sanctions par le ministre des Finances. Et il me dit, est-ce que tu peux me photocopier et m'envoyer tout ce que tu as sur cette personne ? Je lui dis, bon, très bien. Donc je passe 3 jours à lui envoyer une pile de dossiers comme ça, chez lui, surtout pas à la mairie, surtout pas au Sénat, enfin voilà. Et puis en commission, en commission ouverte, commission publique au Sénat, il pose donc la question à M. Cazeneuve, qui était là, M. Moscovici n'était pas là. Et en fait, comme disait Coluche, une fois que vous avez la réponse, vous ne savez plus la question que vous avez posée. C'est complètement ahurissant, donc c'est-à-dire qu'on se prend les pieds dans le tapis, etc. Et le frère d'Éric Bocquet, qui s'appelle Alain Bocquet, qui est député, a posé la même question à l'Assemblée nationale, aussi à M. Cazeneuve, avec encore une réponse qui fait 8 minutes, et on ne sait toujours pas pourquoi la déontologue d'UBS est nommée à cette fameuse commission des sanctions. Mais n'empêche que grâce à eux deux, grâce aux interviews que j'ai données, alors je sais que c'était chez Thomas Soto, Europe 1 notamment, et le Soir 3, eh bien cette femme a été obligée de démissionner. Voilà, donc comme quoi, quand on s'y met, quand on veut, on peut. Oui, bien sûr. Oui, c'est important ce qu'elle vient de dire. C'est important ce qu'elle vient de dire, c'est important. Aujourd'hui, la porte n'est pas fermée. Aujourd'hui, malheureusement, pour eux, on sait lire. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, on est capable de s'organiser en réseaux sociaux. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, on est capable à 4 de monter des réunions où vous êtes jusqu'au bout dans la salle. Aujourd'hui, vous êtes capable d'appréhender, de sortir demain et de dire tiens, ce qu'ils ont raconté, c'est pas tout à fait con. Est-ce que j'en parle à mon voisin? Aujourd'hui, on peut vous expliquer des choses, parce que maintenant, on sait lire. Je vais vous en donner par rapport à la fraude fiscale. Un truc qui, moi, m'a fait sauter, qui est dans mon prochain livre. Vous savez, avant, par exemple, quand les mecs se faisaient gauler en fraude fiscale, donc ils avaient un redressement, et en plus, ils avaient ce qu'on appelait une amende forfaitaire de 5%. 5%. Ils viennent de passer un texte de loi. L'amende a été réduite à 750 €. 750 €. C'est-à-dire que le mec a détourné 10 millions d'euros, il a royalement, et il dit, est-ce que je peux payer en 2 fois? De qui se moque-t-on? Sauf que maintenant, on le sait. Maintenant, l'opacité pour eux, c'est terminé. Maintenant, je peux faire n'importe quoi sans que vous le sachiez, c'est terminé. Vous voulez que je vous en donne une petite autre, peut-être, avant que la cloche sonne? Allez, la pension de réversion. Vous connaissez la pension de réversion? Donc la pension de réversion, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand votre mari ou votre femme meurt, vous touchez la moitié de la retraite. C'est 54% de 19 000 € maximum pour un salarié. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari, elle touchait 2 000 € de retraite, elle avait un petit truc, maintenant elle touche 357 € de retraite, de pension de réversion. Quand vous passez de 2 000 € à 357 €, à mon avis, vous avez les boules, non? Eh bien, pour un élu ou une femme d'élu, c'est 66% sans plafond. Pour la femme d'un élu ou un homme d'un élu, parce que c'est elle aussi, la pension de réversion, c'est 66% sans plafond. Quand vous sachez qu'un élu peut toucher jusqu'à 5 retraites, que ça peut se monter jusqu'à 25 000 €, moi j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu est plus fatiguée qu'une femme d'ouvrier. Non? Eh bien ça maintenant on le sait. Donc il va falloir que ça change. Ça maintenant on le met sur la place publique. Il faut lire les livres de Philippe, ils sont passionnants et ça va pas vous calmer. Hein. Ça met en colère. Mais d'où l'importance des lanceurs d'alerte, parce que justement tout ça, toute cette opacité, tous ces secrets, le secret bancaire, c'était bien fait justement pour les gens qui en partie fraudaient, ça va justement dans le sens de la démocratie, parce que c'est pire que ça. Excuse-moi, parce que mon cerveau se met en route. Il y a un truc énorme qui correspond au dossier de Stéphanie, c'est ce qui s'appelle le verrou de Bercy. Vous connaissez? Ah oui, ça on va méditer. C'est génial le verrou de Bercy. C'est génial. Donc vous faites une fraude fiscale, d'accord? Vous détournez du pognon. Vous avez un redressement. Mais dans la loi, il est dit que vous pouvez avoir des poursuites pénales. Eh bien, les poursuites pénales pour certains fraudeurs, il faut l'autorisation du ministre.
Et il les donne pas. Ce qui veut dire que sur 15 000 référencés qu'on a référencés avec Stéphanie fraude fiscale, on est le seul pays au monde. Sur 15 000 mecs qu'on a piqués en fraude fiscale, il n'y en a que 1000 qui ont été poursuivis pénalement. Et comme par hasard, c'est les petits. Alors, c'est pas les gros fraudeurs. Moi, ça me rend dingue. Comment ça se fait que dans chaque perception, il y a un bureau spécial pour traiter les fraudes des élus et des banquiers? Quand je dis des banquiers, j'englobe les grosses fortunes. C'est-à-dire que si jamais vous avez beaucoup fraudé, on vous prend le dossier et il y a un mec spécial qui s'en occupe. Et comment ça se fait? Je vais vous donner un exemple. Que quand vous devez beaucoup aux impôts, et que vous en devez beaucoup, vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier. C'est-à-dire que je dois 10 millions d'euros aux impôts, je vais devoir, on bouffe ensemble et ça se termine à 2 millions. J'ai fait 8 millions d'économies. Par contre, je dois 3 000 euros, on me fait vendre ma baraque dans les 3 mois. Et je me retrouve à la rue. Est-ce que ça, c'est normal, d'après vous? Eh bien, c'est ce qui se fait en France et ça s'appelle la démocratie. Mais c'est la même chose que ce que je te disais tout à l'heure avec M. Cahuzac, qui n'a pas fait une seule journée de garde à vue, qui n'est pas parti du tribunal avec les menottes. Et la majorité des articles que j'ai lus, tout le monde a dit c'est quand même une grande première qu'un ministre soit condamné. Mais aujourd'hui, il continue à jouer au golf tous les jours. J'ai rien contre les golfeurs, mais il vaut mieux être à la place de M. Cahuzac qu'à la place d'un lanceur d'alerte. C'est toujours la même chose. Les gens corrompus sont bien mieux traités que les gens honnêtes. Et ce dont on parle, excuse-moi, ce dont on parle. On continuera, Philippe. Ouais, mais non, c'est important. C'est toujours important, parce qu'on a la foi. Ce dont on parle, et il faut vraiment que vous en soyez conscients tous les quatre, ça n'a aucun rapport avec une couleur politique. Mais on parle de transparence. On parle de système. D'éthique. Voilà, tous rien à voir. les partis politiques, tous, écoutez-moi bien, hein, tous en croquent dès qu'ils sont au pouvoir. Et ça, c'est inadmissible, parce que quand c'est comme ça, où sont les convictions? Où sont les convictions? Et moi, j'ai plein d'exemples, je ne vais pas en parler parce que la cloche va sonner, où j'ai tous les partis politiques qui ont voté contre quelque... Je vous en donne une petite, là? Non, après c'est promis. Alors, non, mais vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Pourquoi? Puisque l'idée, c'est qu'il y ait aussi un échange avec vous. On n'est pas là dans un mode conférence professorale. Donc, il va y avoir une grande session où justement vous allez pouvoir poser vos questions, puisque c'est vraiment le but de cette soirée. Donc, j'aimerais juste, mais très vite, ça va être super dur, en 30 secondes chacun, juste que vous puissiez justement nous apporter une petite lueur d'optimisme par rapport à tout le constat qu'on vient de faire, pour répondre à la question qu'on a posée justement lors de cette soirée, à savoir quelle société voulez-vous pour demain? Qui veut commencer? Mais alors vraiment 30 secondes, et là Sophie, je compte sur toi vraiment pour sonner. Allez, je vais commencer, je serai la plus rapide. La société sur laquelle on va, c'est que on est tous potentiellement des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui mettons des informations d'intérêt général à la lumière, tout ce qui était caché. Nous sommes tous, vous êtes tous potentiellement des lanceurs d'alerte. Donc à partir du moment où les mentalités évoluent, parce qu'on a quand même parlé de ça tout à l'heure, si on parle de responsabilité individuelle et de responsabilité civile, elle est vers plus de transparence et notamment de pénalisation de ceux qui fraudent, c'est-à-dire d'inverser le prisme. On sera forcément dans un monde où il y aura moins de résistants comme nous, parce qu'aujourd'hui, c'est juste une aberration absolue d'être dans une soi-disant démocratie qui nous défend. Là. C'est juste complètement faux. Donc, on peut être transparent et avoir des actions, quelles qu'elles soient, à condition que ce soit des actions non violentes et qui vont dans le sens de l'intérêt général. Merci. Qui veut prendre la suite? Moi, simplement, au-delà de la fraude, moi, je voudrais bien que les parlementaires ils aient les mêmes droits et devoirs que le simple citoyen. C'est-à-dire, pour rentrer dans le détail, un sénateur ou un député, au bout d'un mandat de 6 ans ou de 5 ans, il a droit à une retraite de 2 000 € net par mois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'égalité fiscale. C'est-à-dire, on parle de la fraude fiscale, mais il y a une fraude organisée.
Un parlementaire gagne 11 350 € net par mois, je l'ai déjà dit, et il ne paye l'impôt sur le revenu que de 4 000 €. Ça me chèque, moi, beaucoup plus que la fraude fiscale. C'est-à-dire qu'un parlementaire, un élu, un représentant du peuple, hein, il a un privilège fiscal par rapport aux citoyens moyens. Hein. Et ensuite, le temps de travail, que ces gens-là sont élus, hein, et il faut tout sauf leur travail d'élu. C'est-à-dire qu'ils confondent, pour la plupart, il y a une cinquantaine de sénateurs, disons une centaine, et c'est pour ça qu'il faut les réduire à 100, hein, au Sénat notamment, et 200 ou 300 à l'Assemblée nationale. Ils confondent leur intérêt et l'intérêt général. Alors, juste pour donner quelques éléments, pour situer justement tes propos, l'Observatoire des inégalités a sorti récemment un rapport qui indiquait quel était le seuil de pauvreté, mais ils ont aussi calculé le seuil de richesse. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle des 90%, 10% et des 1% les plus riches. Ils considèrent donc que le seuil de pauvreté est à 1 008 € net par mois par personne, que le seuil de richesse est à 3 000 € net par mois par personne. Donc certains peut-être ici font des gros yeux, mais que les ultra-riches, donc là on va parler des 1%, sont au-delà de 7 350 € net par personne, et que les méga riches, ce qu'ils appellent donc les 0,1%, sont au-delà de 20 000 € par personne. Donc ce que tu dénonces effectivement nous Avec Philippe, on gagne 7 000 € par mois. C'est très bien. Alors donc vous êtes dans une très belle tranche. Non, on aimerait bien gagner ça. Qui veut terminer? Philippe, Étienne? 30 secondes, une minute. Moi, je vais donner mon temps de parole à Rousseau. Sitôt, c'est très important, quand Rousseau explique que c'est à nous de nous en occuper, il le dit vraiment bien. Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat? Ils payent des troupes et restent chez eux. Faut-il aller au conseil? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. Donnez de l'argent et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d'esclave, il est inconnu dans la cité. Dans un pays vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras et rien avec leur argent. Il y en a d'autres, mais bon. Et donc tu auras le mot de la fin pour cette première session. Ouais, juste d'être court, moi ce que je souhaite vraiment, un de mes leitmotifs, c'est, je dis que ça sert à rien de faire des lois, ça sert à rien de faire des constitutions, enfin même si ça sert, si on n'a pas des élus intègres. Et je parlerai sur. Donc la première des choses, et je demande aux gens de faire ça parce que je suis malheureux, ne votez pas pour des élus qui ont mis les doigts dans la confiture, même s'il est de votre propre parti. Quand un comptable a détourné du pognon, vous ne le rembauchez pas dans votre entreprise. Ou alors vous êtes maso. Quand quelqu'un a violé, je pèse mes mots, vos enfants, vous ne le remettez pas dans une colonie de vacances. Eh bien les élus, ils ont le droit et on revote pour eux. Moi je suis hyper malheureux, je vais terminer là-dessus, excusez-moi, parce que j'aime bien renvoyer aux gens. Dans mes livres, j'ai mis 1200 noms. Dans le premier, il y avait 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Il y en a 250 qui ont été élus haut la main. J'ai des élus qui ont fait des choses pas bien avec des femmes. Quand je dis des choses pas bien, c'est des choses graves, qui ont été condamnées, première instance, appel, cassation, terminé. Les mecs se représentent aux élections, ils sont réélus au premier tour. Qui est con? Les femmes qui, elles, et je ne vous mets pas en cause mesdames, à chaque fois qu'on ne met pas un E à chef, vous nous faites un procès. Vous aussi, vous avez volé pour des mecs qui ont violé vos consoeurs. Pourquoi? Principe de base, même si je suis sûr que la pétition nationale que j'ai lancée va passer, un élu qui a été condamné, quel que soit le parti politique, je ne vote pas pour lui. Déjà, on va essayer, petitement, d'avoir des élus intègres. Surveillons-les. À partir du moment où on aura des élus intègres, d'eux-mêmes, ils vont peut-être dire « je vais faire des constituantes ». Mais c'est le premier pas qu'on peut faire pour se débarrasser de la vérole qui nous bouffe. Moi, j'ai jamais accepté un pot de vin. Jamais. Quand les mecs, on venait me proposer un pot de vin quand j'étais conseiller régional, président de la formation professionnelle, parce qu'on m'en a proposé, je disais, tu veux bien l'écrire dans le contrat? Je sais pas pourquoi les mecs, ils voulaient pas. Donc c'est aussi simple que ça.
Soyons nos propres acteurs pour qui on vote. On est encore dans un pays où on peut voter, même si on n'est plus beaucoup à le faire. Mais le peu qui vont voter, ne votez pas pour de la marchandise frelatée, de la marchandise périmée, et des gens qui, quelque part, ont foutu les doigts dans la confiture. Je tenais à remercier les 4 invités pour avoir joué le jeu sur cette première partie. On va prendre 10 minutes de pause. Et puis on reprend tout de suite après avec cette fois-ci des micros qui circuleront dans la salle et vous pourrez poser vos propres questions. A tout de suite.